peut démarrer. Ouais. Salam alaikum, c'est Mohamed. Sabah al-khair, Asiruddin. Tout d'abord, Sahaf Torkom, Sahaf Siemkom, et un grand bonjour à toute la communauté de Marseille. Et bon, l'Aïd, c'est bientôt fini, non? Normalement, si tout se passe bien, c'est dimanche prochain. Inch'Allah. Alors, bien entendu, l'émission d'aujourd'hui sera encore consacrée à un sujet d'actualité. Moi, je pense que la France, là, de plus en plus, à mon avis, hein, c'est comme un cheval en furie en ce qui concerne ces attaques sur l'Algérie qui ne cessent pas. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est quand la France accuse l'Algérie en oubliant ses propres privilèges. Chaque année, la France, elle commémore les crimes nazis, mais qu'en est-il des massacres coloniaux en Algérie? Est-ce qu'elle a oublié? Lorsqu'un des journalistes, Jean-Michel Apathy, il compare Oradour-sur-Glane aux exactions françaises, dans ce contexte particulièrement tendu, ben oui, il a déclenché une polémique parce qu'il a dit la vérité, ce n'est qu'une vérité. Face à cela, il y a l'offensive française qui l'attaque à Uadia. Mais du côté algérien, bien entendu, il y a eu des réactions. Ils veulent même faire maintenant, et je crois que c'est leur droit le plus absolu, faire une loi criminalisant la colonisation. Par exemple, le 13 février, c'est la date anniversaire du premier essai nucléaire français sur le territoire algérien, que les autorités du pays ont lancé l'examen à venir par le Parlement. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait une criminalisation de cette colonisation et de parler de ces atrocités, non seulement qui ont eu avec les enfumades, etc., mais aussi avec les dégâts liés à ces explosions nucléaires qui se sont succédées de 1960 à 1966. Encore une fois, oui, il y a l'hypocrisie quand la France accuse l'Algérie en oubliant ses propres privilèges et en oubliant ses devoirs envers tous les enfants de sa République, au lieu de créer des ghettos sans aucune protection sociale et qui va faire naître, bien entendu, de la délinquance, de la dévastation et voire même de la drogue et la prostitution. Encore une fois, depuis octobre 2023, l'Algérie avait demandé des extraditions, surtout celle de Abdeslam Bouchouareb, qui était un ministre de l'Industrie sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, qui a détourné des deniers publics et qui a trouvé refuge en France et que la France refuse, encore une fois, de l'extrader. Alors, moi, je dis, jusqu'à quand ça va durer? Vous savez, on prend encore, par exemple, à Alger, le jeudi 20 mars, il y avait l'Algérie qui dénonçait une absence totale de coopération avec Paris en matière d'entraide judiciaire, en matière d'entraide, comment dirais-je, pour le terrorisme, etc. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se fait. Il y a même une hypocrisie diplomatique quand la France elle accuse l'Algérie en oubliant ses propres privilèges. Regardez les tensions qui ont été créées entre les deux pays, la France et l'Algérie. Pourquoi? Pourquoi? Alors que si vous voyez, par exemple, si l'Algérie voulait vraiment faire revendiquer ses droits et ses devoirs, on prend l'ambassade de France qui est sur 14 hectares sur les hauteurs d'Alger, et ce depuis plus de 60 ans, en payant un loyer qui est vraiment insignifiant. Oui, l'Algérie a enduré 132 ans de colonialisme. La France était à l'époque parmi les 5 premières forces militaires du monde. Sans avions, sans tanks, nous avons certes perdu sur le plan militaire, mais nous avons gagné sur le plan politique pour devenir un exemple de résilience, de courage exemplaire pour tous les peuples dominés, volés, violentés par l'Occident et ses forces impériales. Aujourd'hui, la France, elle ne veut pas voir qu'elle a une autre Algérie en face d'elle. Elle a une nation souveraine avec une population de 45 millions et cette population est très jalouse de son indépendance. Et bien entendu, son marché est ouvert, il est reconnu comme partenaire sérieux avec des pays comme la Chine, la Turquie, la Russie, les USA, etc. Donc l'exclusivité du marché que la France semblait acquis à jamais, ben, elle est en train de le perdre et bien évidemment, ça fait grincer des dents. C'est plus cette Algérie
entre guillemets, post-colonial qu'il voulait établir. Bon, l'Algérie, c'est devenu un hub pour l'Afrique, c'est devenu un partenaire commercial et industriel très convoité, de par son marché, de par ses richesses et aussi de par son savoir, et cela au niveau mondial. En plus, au niveau du respect des droits de l'homme et de la défense des droits de l'homme, et à ce sujet, d'ailleurs, je voudrais avoir une petite pensée pour nos frères palestiniens qui, encore une fois, subissent les massacres de la soldatesque sioniste, avec l'aide notamment de la France et des États-Unis. Mais l'Algérie, au sein de l'UN, elle est en train de défendre, elle a obtenu un cessez-le-feu, certes, il n'a pas été respecté, mais encore une fois, notre diplomatie est là pour continuer à mettre notre pays sur la carte du concert des nations. Maintenant, la France, lorsqu'elle est partie, il faut l'avouer aussi, elle a laissé une cinquième colonne. Il est évident que le temps a dévoilé ces traîtres, tels que Daoud, Zawi, Sifawi. Et ces gens-là ne sont devenus que des mégaphones de leurs maîtres, les faisant aboyer comme des chiens au cou pelé. Oui, une de ces tops vient d'être jugée. Elle se croyait intouchable jusqu'à venir en Algérie avec un ordre de mission de Driancourt et du CRIF. Son nom, c'est Sansal Boualem. Et il a été passé devant le tribunal la semaine dernière. Le procureur a demandé 10 ans et on a vu tout simplement jusqu'à quel point Sansal, sous, entre guillemets, la liberté d'expression, en fait, n'était qu'une taupe de la France et un porte-parole du CRIF. Il rentre en Algérie, il a tout simplement oublié que même s'il était français depuis moins d'1 an, il était aussi algérien. Et l'Algérie est un pays souverain et doit se protéger de ce genre de personnes. Oui, l'Algérie de 2025 n'est plus celle de 1832, que la France, ne l'oublions pas, l'a envahie parce qu'elle voulait éviter de payer ses factures de grains. Encore une fois, on voit là la vénerie de la France par rapport à l'Algérie, et ce, depuis le début de cette histoire de grains qui n'ont pas été payés. Alors on va envahir le pays. Oui, la France de 2025, elle aussi, n'est plus la France de 1832. Maintenant, ce sont des ministres gueux tels que Retailleau, Bayrou, Darmanin, qui veulent devenir une soldatesque telle que Bugeaud, la Mauricière ou le duc d'Aumale. Mais en fait, ils ne sont que des valets de l'extrême droite sioniste, oubliant que l'Algérie, aujourd'hui en 2025, est devenue une puissance militaire avec ses propres avions, ses propres tanks, ses propres sous-marins, mais au-delà de tout, au-delà de ses forces militaires, elle a son peuple, qui est celui qui a toujours en tête le souci de veiller au feu de sa liberté, chèrement arrachée après 132 ans, et sachant qu'il ne faut jamais oublier que la France n'a jamais voulu des Algériens, que la France est un pays de xénophobes et que la France, vis-à-vis de ses colonies, cherche à se venger. Elle est revancharde. Même, je dois reconnaître, s'il y a encore des voix intègres, courageuses, qui viennent et qui défendent ce que qui défendent en condamnant ce que la France est en train de faire. Je parle de Villepin, je parle de Boniface, je parle de Ségolène Royal et bien d'autres encore, il faut l'avouer, qui eux, Benjamin Sora bien évidemment, qui eux mettent en avant l'injustice de ces attaques de ces nouveaux gouvernements français ou ces ministres français qui se clament vraiment à vouloir faire de la provocation en voulant mentir sur ce qu'est la réalité. Il y a une réalité aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme dirait Villepin, il y a 6 millions d'Algériens, dont à peu près 4 millions de binationaux. Et ce sont des gens, même Benjamin Sora l'a dit, ce sont des gens qui sont des plus respectueux des lois de la République. Et comme leurs aïeux de Verdun, de Monte Cassino, de Provence, ils servent aussi la France. Alors voilà ce que je voulais dire, Nordine, et je suis encore une fois très peiné de voir ce qui se passe sur la chaîne française, sur la chaîne politique française, au moment où je te parle. Et tfaddal.
Oui, c'est Mohamed. De toute façon, vous avez résumé bien comme il faut le drame qui se joue entre l'Algérie et la France. Hier, il y avait le président, juste une pensée pour nos frères palestiniens qui sont en train de crever, parce qu'il faut employer le terme qu'il faut. Et en même temps, il y a rendre hommage au président israélien, Herzog, Hmm. qui a tenu des propos très durs vis-à-vis de Benjamin Netanyahu. Il lui a dit ce que il a été horrifié par les bombardements qu'il y a eu ces derniers temps. Voilà. Rabbi, Inch'Allah, يجيب لهم السرح. Et la lâcheté du monde arabo-musulman, demain, le créateur, il le perd, ça c'est sûr. C'est le premier point. Hier, il y avait le président algérien, c'est Abdelmajid Tebboune, il a été interviewé Mhm. pendant 2 heures. Il a parlé de tous les problèmes. Et on voit que c'est un bonhomme qui parle sans haine. C'est pas de revanchard en disant ils ont dit ça. Là. Sur la question de l'Algérie, il a dit deux, trois mots. Il a dit bon, ça c'est leur loi. Il a dit moi, si je dois parler avec quelqu'un, je parle avec le président de la République, Absolument, bien sûr. Oui. Emmanuel Macron. Ou bien que Emmanuel Macron délègue sûrement le ministre des Affaires étrangères pour essayer de voir qu'est-ce que le problème, comment il faut le résoudre. Il faisait allusion à Taf, ministre des Affaires étrangères. Il a dit j'ai une confiance totale. Et en même temps, il a parlé de que l'Algérie, les accords qu'elle a avec pas mal de pays. Il y a un pays quand même qui sont un peu d'ordinaire, c'est le Mali. Il a dit il y a beaucoup de gens qui disent comme quoi qu'il n'y a pas une entente entre l'Algérie et le Mali. C'est faux. Avec le Mali, ils viennent de former 1700 soldats, des officiers de l'armée malienne dans les écoles et dans les universités algériennes. Et il a parlé aussi de qu'il a de très bons rapports avec le Nigeria, avec le Niger, avec tous ces pays-là. Il a dit il n'y a aucun problème. Les Américains, ils viennent de peut-être qu'on va trouver une solution pour qu'ils puissent exploiter le minerai algérien. C'est Mhm. pas parce qu'on travaille avec les Américains qu'on va épouser leurs idées. Nous sommes les Russes, c'est des amis de longue date. C'est pas pour ça qu'on va être avec eux dans chaque position. Et il a dit le mot qui m'a interpellé, et je pense qu'il avait entièrement raison. Il a dit nous avons toujours fait partie des pays non alignés, ni avec les uns, ni avec les autres. C'est en fonction des rapports. Je ne savais pas que l'Algérie aujourd'hui, c'est le premier partenaire avec l'Italie sur le plan commercial. Sur le plan commercial, oui, effectivement. Oui. C'est le premier pays. Donc, le problème qui se pose ici en France, c'est vrai que M. Rotaillot, qui parle de l'Algérie matin, midi et soir, mais maintenant tout le monde, ils se sont rendus compte qu'il n'y a que l'Algérie qui l'intéresse. Et à des fins personnelles, à des fins pour qu'il puisse accéder, qu'il devient président de DLR. C'est ça son objectif. Ils sont fous éperdument de la France et des Français. Ce n'est pas un bonhomme qui pense pour l'intérêt de la France et des Français. Voilà, c'est vrai que pour les binationaux, là, pour les immigrés aujourd'hui, bon, les binationaux, ils sont fous, ils sont considérés, même si on ne les considère pas comme des Français à part entière, ils ont une carte d'identité française, donc à chacun les emmerde. Ça, c'est le premier point. Mais par contre, ce que subissent aujourd'hui nos compatriotes immigrés, si on peut les appeler, pour le renouvellement de leur carte de résidence, des fois pour avoir un rendez-vous, des fois il reste 7 ou 8 mois pour avoir le rendez-vous. Eh ben. Et quand ils attendent 7 ou 8 mois pour avoir le rendez-vous, il y a toutes les. S'ils travaillent dans une entreprise, l'entreprise ne peut pas lui renouveler son contrat parce que sa carte de résidence, elle arrive elle expire à telle date. Voilà. Et là, c'est de la discrimination. C'est vraiment de la discrimination. Et c'est là que l'État algérien doit intervenir. Ce n'est pas possible que des gens aujourd'hui, pour demander le renouvellement pour des gens, ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils sont en France. Et là, on perd tes profits, voilà, il y a des gens là que je connais qui viennent me voir. Je leur conseille toujours de mettre un avocat parce qu'il n'y a que ça qui peut les sauver. Et pour mettre un avocat, il faut le payer, 1500 ou 2000 euros minimum, c'est juste pour faire une lettre. La préfecture, quand ils sont au courant que ce bonhomme, que cet immigré qui a sa carte de résidence pour la récupérer, qui a mis un avocat, elle a de suite, 2-3 mois après, on lui remet ça en titre de séjour.
Donc, et autre chose aussi, moi je pense que le ministre de l'Intérieur a réussi quand même à montrer le véritable visage de certains politiques français. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le deuxième point, ce qui se passe avec Michel Apathy, tout ça, il faut lui rendre un grand hommage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le couvercle, et là on est en train de voir les horaires qui se sont déroulés pendant la colonisation, et ça c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc il faut s'attendre que ces jours-ci, je pense à mon avis, peut-être qu'il y aura une solution. Ben, On le souhaite qu'il y aura une solution. Voilà. Tfadal, c'est Mohamed, si vous voulez ajouter quelque chose. oui, bien sûr, on souhaite qu'il va y avoir cette solution, surtout lorsque je vois, par exemple, la réaction, et que tu as eu un mot, quand tu vois ce que le président Tebboune a dit, je crois que c'était avant-hier, c'est ça, hein, lorsqu'il a fait sa conférence de presse. Le président Al-Majid Tebboune, lui, il a affirmé que le contentieux entre l'Algérie et la France, et je crois qu'il a raison lorsqu'il dit ça, il a été créé de toutes pièces. Et ça, je reprends, si tu veux, la dépêche de l'APS qui dit, le président algérien, qui dit que ça a été fait de toutes pièces et qu'il y a cette question avec tout le brouhaha, c'est la politique française autour d'un contentieux qu'il faut absolument essayer comment dirais-je, de résoudre. Et comme il dit, moi je garde comme unique point de repère le président Macron, et il dit la chose suivante, nous travaillons ensemble. Il y a, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française, et personnellement, tous ces problèmes doivent se régler avec lui, avec la personne qu'il délègue, en l'occurrence son ministre des Affaires étrangères. C'est ce que tu as dit aussi, tu as dit que Tebboune propose que ce soit résolu au niveau ministériel des Affaires étrangères et non pas avec le ministre de l'Intérieur Retailleau qui, lui, ne cherche, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, tout ce qui fait ce bruit, c'est parce que, est-ce que vraiment il veut se présenter pour la présidence de son parti et c'est pour ça qu'il fait cette campagne? Non, il est candidat. Hmm. Il est candidat pour être président des Républicains. Mais il a en face de lui, il y a Wauquiez, qui sont en train de se tirer des balles de chacun à sa manière. Mais hier, il avait dit, moi, à chaque fois qu'on tient un meeting, les salles sont pleines. Et là, ça montre qu'il est imbu de sa personnalité. Et je vais dire quelque chose, peut-être qui va choquer les gens. Qui sont imbus de leur personnalité, dans l'histoire, il y en a beaucoup qui ont fait comme lui. Beaucoup qui ont fait comme lui, mais ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi à faire quoi que ce soit. Il n'y a que ça qui l'intéresse, il n'y a rien d'autre. C'est Mohamed. Il veut être président des Républicains, en sachant qu'il va faire qu'il souhaite que Marine Le Pen ne peut pas se présenter le 31 mars, elle aura le verdict. Peut-être qu'elle n'aura plus la possibilité d'être présente pour être président de la République française. Le 31 mars, elle aura une décision de la justice. Et c'est pour ça que lui, il joue cette carte. Du moment que Marine Le Pen ne peut pas se présenter, la droite et l'extrême droite, ils n'ont pas préparé un futur candidat à la présidence française. Ils ne sont pas encore prêts. Ils vont mettre qui? Donc oui, il est en train de jouer sur ça. Et j'en suis persuadé que le 31 mars, si Marine Le Pen sera inéligible, ça va faire le jeu de l'Ontario. Ça, c'est plus que sûr. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et moi, je souhaite que Marine Le Pen, qu'elle puisse se présenter aux élections présidentielles. Si elle décide de se présenter aux élections présidentielles, Ontario, je ne veux même pas, tellement que ce bonhomme-là, je ne voudrais même pas le voir. Même son nom, à chaque fois, je l'écorche. Mais justement, tu parles des élections, puis je crois qu'on en avait parlé déjà avant. Il y a entre 5 et 6 millions de binationaux d'origine algérienne. Ça représente à peu près 3 ou 4 millions de votants. Donc, il y a un potentiel, sachant, et ça, je crois que toi, tu en as déjà parlé, que les élections se font toujours avec 1, 2, voire peut-être même 3% en France. Comment se fait-il qu'ils ne prennent pas conscience, au lieu d'essayer
de prendre 99% de ces Algériens, enfin de ces Français d'origine algérienne qui vivent en France et qui respectent la République, qui sont aussi des, comment dirais-je, des apports économiques pour la société française, parce que c'est leur société. Comment ils peuvent ignorer ça? Et ils s'accrochent à insulter. Est-ce que ça, c'est de bons calculs politiques? Ils n'ont pas compris que, au lieu de taper sur ces Français d'origine algérienne, ça pourrait être aussi ces gens-là qui vont leur faire gagner les élections? Non, le problème c'est Mohamed, des élections, c'est ils savent que les hommes politiques, moi j'ai depuis pas mal d'années en France là, et j'ai vu comment ça se. Eux, ils commencent à taper fort sur les plus faibles qui ne peuvent pas se défendre. Mais quand, par exemple, 2-3 mois des élections, ils vont changer complètement de langage. Et là, je vous fais le pari, c'est Mohamed, que 2-3 mois avant les élections présidentielles de 2027, il y aura beaucoup de futurs candidats qui sont obligés de passer par Alger. Et ils sont obligés de descendre en Algérie pour dire, voilà, il faut que vous nous aidiez pour qu'on puisse accéder à la présidence de la République française. Ça, c'est plus. Ils tapent fort. Et après, ils sont obligés de revenir ça, c'est plus que sûr. Mais Hoa, moi, j'en suis persuadé qu'il ne sera jamais président de la République française. Ça, c'est. Et Benjamin Stora, il est passé hier ou avant-hier à la télévision française. Et il a dit lui-même, ça y en a mal. Le matin, l'Algérie, l'après-midi, l'Algérie, le soir, l'Algérie, et on mélange des influenceurs, les gens qui doivent quitter le territoire, et tellement qu'il a mélangé les Algériens aujourd'hui, ils sont tabous. Ils ne peuvent plus accepter le dictat. C'est pour ça que pour le 31 mars, on aura une réponse déjà si Marine Le Pen va être éligible pour qu'elle puisse se présenter à l'élection présidentielle. Sinon, elle va être inéligible. Ça, c'est plus que sûr. Si elle va être inéligible, déjà, il va y avoir une guerre de succession au niveau du Rassemblement national. Ça, c'est plus que sûr. Et il est en train de jouer sur ça. Il est en train de jouer sur ça. Mais moi, j'en suis persuadé qu'il ne sera jamais président de la République française. Ça, c'est plus que sûr. Tfadal, c'est Mohamed. Ben, moi, encore une fois, à chaque fois, je soulève. L'électorat français, c'est quand même 30% qui votent pour l'extrême droite. Et c'est ça qui m'intéresse. Tu te souviens lorsque il y avait un deuxième tour, je pense que c'était avec Chirac contre Jospin, et finalement c'est Chirac qui a été élu parce que Jospin s'était retiré, mais si Jospin ne s'était pas retiré, il y avait de fortes chances que l'extrême droite aurait été élue. Moi, quand je vois au Parlement maintenant français, l'extrême droite, c'est une voix qui compte. Si tu prends la dernière élection de Macron, il s'est inspiré directement du livre, de la feuille de route de l'extrême droite. Retailleau, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire l'écho des programmes proposés par Marine Le Pen. Et c'est pour ça que je suis, moi, un petit peu plus sceptique et j'ai encore peur, enfin, je suis très inquiet, j'ai bien peur que l'extrême droite va passer. Et c'est pour ça que je reviens aux 4 ou 5 millions de binationaux qui vivent en France, qu'il faudrait qu'il y ait un éveil au sein de cette communauté pour aller aux urnes, voire même mettre leur propre candidat pour éviter le risque de se retrouver avec l'extrême droite au pouvoir. Non, c'est le problème qui se pose. C'est vrai qu'il y a 30% qui ont voté Front National, Rassemblement National. Mais il ne faut pas oublier avec un taux d'abstention qui dépasse les 40%. C'est vrai, Assi Nordine, mais encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je ne peux pas baser, si tu veux, mes projections électorales en disant qu'il y a 40% qui n'ont pas voté. Moi, je dirais même que c'est eux que je dois blâmer pour le succès de l'extrême droite parce qu'ils n'ont pas été votés. Et c'est pour ça que, de toute façon, le 31 mars, on aura il va y avoir une nouvelle image de l'élection présidentielle française, ça c'est sûr et certain. Donc là, sachant que Marine Le Pen, elle sera plus éligible,
Mais est-ce que c'est sûr, ça? Le 31 mars, on aura la réponse. Le jugement, il sera rendu le 31 mars. Et est-ce que la France, et là je te pose la question, est-ce que la France peut se permettre d'ignorer un représentant politique qui représente pratiquement, elle a peut-être, disons, 20%, peut-être elle n'a pas toutes les voix, mais au moins 20% de l'électorat français et 90% de l'électorat de l'extrême droite. Tu crois qu'ils vont avoir le courage de lui interdire de se présenter? Non, et là, ils le feront. Ça, c'est la justice qui décide, c'est Mohamed. C'est la justice, c'est pas ni Macron, ni quoi que ce soit. Ils vont pas s'ingérer dans des affaires judiciaires. Il ne faut pas oublier qu'elle a été poursuivie pour des faits graves. Ce n'est pas des simples faits, avec des preuves, avec des... Et c'est pour ça que c'est une affaire, c'est la justice qui va décider. Si la justice, elle décide qu'elle ne peut pas se présenter, ils le feront. Ils ne vont pas mettre des gants en disant ah, non, non, ça c'est sûr. Et si demain elle ne se présente pas, c'est vrai que ça va faire un séisme hein, sur le plan politique. En France, c'est un peu ça, hein, surtout le timing. Elle, d'ailleurs, son argument principal, c'est quoi? Ils disent mais pourquoi maintenant? Ça fait des années que ça dure cette histoire. Non, mais c'est parce que c'est arrivé à... La justice, elle est longue, des fois 10, 15 ans, mais c'est arrivé à son tour. Elle est passée jusqu'au mois de janvier. Oui. Et là, il va y avoir un délibéré, il y aura le 31 mars, ou bien elle va bénéficier qu'elle ne sera pas inéligible, sinon c'est fini. La justice, elle est... Jusqu'à présent, en France, la justice, elle est souveraine. Voilà, quelle que soit la personne qui se présente devant elle. La preuve, il y a pas mal de ministres qui ont été mis en prison, il y a pas mal de députés qui ont été mis en prison. Donc, je ne pense pas que la justice, si demain ils savent qu'elle a commis des fautes graves, qu'ils vont lui dire ah non parce que vous représentez 20-25%, ce n'est pas leur souci. Leurs soucis, ils sont là pour rendre la justice à qui que ce soit. C'est pour ça qu'il faut attendre le 31 mars pour savoir. Et si le 31 mars, elle n'est pas éligible, ça c'est sûr et certain qu'un Rotaillot, et là il va doubler il va être comme un fou. Parce que si pour lui, il dit voilà, j'ai une chance, peut-être que le Rassemblement national va faire appel à lui, ils vont faire ils peuvent même s'arranger avec les républicains. Il y en a une coopération entre les partis. Mais il ne faut pas oublier qu'à gauche aussi, à la gauche, il y a pas mal de pays. Il y a les socialistes, il y a les écologistes, il y a sur le plan politique, la gauche française, pour moi, elle n'existe pratiquement plus, sauf Mélenchon. Le reste, maintenant, il est inexistant, le Parti socialiste sur la scène politique. Enfin, ça c'est mon avis personnel, vu ça de l'extérieur. Toi, tu es sur place, mais je ne vois pas en quoi il va y avoir une ressuscitation du Parti socialiste. Ils n'ont aucun leader en ce moment. Ils ne s'entendent pas entre eux, ils sont en train de se bouffer le nez. C'est Mohamed, ils vont se mettre d'accord. Il y a les élections municipales en 2026, l'année prochaine. OK. Mélenchon, il est dans toutes les circonscriptions de France. Ils sont obligés de négocier avec lui parce que les socialistes, ils n'ont pas quitté le pouvoir. Ils sont tout le temps avec eux. Il ne faut pas croire qu'il n'y a plus rien. C'est vrai, c'est le problème palestinien, israélo-palestinien, qui a créé, je dirais, la coupure entre Mélenchon et le Parti socialiste. Mais demain, aux élections municipales, c'est sûr et certain qu'ils vont s'arranger. Toi, tu prends ça, moi, je prends ça. Ça, c'est plus que sûr. Il ne faut pas oublier que aux élections législatives, ils sont sortis, c'est le premier parti de l'opposition, avant le Front National. Donc, ils sont obligés, les socialistes sont condamnés, s'ils n'ont pas avec eux les écologistes et les Mélenchon et les communistes, ils seront balayés. C'est Mélenchon qui les a fait sortir du brouillard. Ils représentaient 3 à 4, 5%, pas plus. C'est lui qui leur a donné cette possibilité. Voilà. Et c'est vrai qu'il a créé un parti. Mais j'en suis persuadé que les élections municipales de l'année prochaine, ils vont s'entendre, ça c'est sûr. Ça c'est la politique, ça c'est... Bon, il y a des moments où ils se mangent le foie et la rate, il y a des moments où ils sont obligés de se... Ça, j'en suis persuadé qu'il faut... Mais le plus grave, c'est que si demain Marine Le Pen n'est pas éligible, Rotario, il va essayer de faire le maximum, déjà qu'il utilise les termes de l'extrême droite,
Ah ben oui, Dernièrement, il devait être invité par le recteur de la mosquée de Paris, comme ils le font chaque année. il Ils n'a pas invitent, été. mais il a décliné l'invitation, mais le ministre des Affaires étrangères était présent. Il était présent, oui. Là, justement, pour revenir un petit peu à ce sujet que l'on dévoile aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que ce refus, d'un côté, d'extrader un ex-ministre algérien, Bouchouel, parce que c'est un corrompu, etc., les Français le gardent, ils le protègent même parce il y a eu plusieurs demandes qui ont été faites depuis plusieurs années et ça a été toujours refusé. Puis d'un autre côté, ils veulent protéger un gars comme Sansal qui a été reconnu au tribunal il y a quelques jours, comme quoi effectivement il servait des intérêts qui mettaient la sécurité nationale algérienne en place. Mais alors comment veux-tu maintenant que moi je crois d'abord en cette justice française, comment je peux croire que ça va s'arranger parce qu'il y a une tension qui est énorme malgré la dernière déclaration de Tebboune qui vraiment veut lui faire cesser ces tensions et qu'on a ce genre de choses et puis bon bien sûr toutes ces insultes de Retailleau comme quoi il va avoir une réponse, comment il a dit ça, une réponse graduée, je ne sais plus exactement quel terme il a utilisé, mais c'était de menaces. Est-ce qu'il n'a pas honte de ce double langage, refuser d'extrader un corrompu algérien et d'un autre côté en voulant faire des OQTF avec toute la racaille qui puisse exister sur Terre pour les renvoyer en Algérie? C'est quoi ce langage? C'est Mohamed, est-ce que Boucher est de quelle nationalité? Ça, je ne peux pas dire, mais je crois qu'il est français. De toute façon, il vient d'une famille de Harki, hein, c'est le fils de Caïd. C'est des Français. La France Je ne peux pas dire s'il est français ou pas, hein, je ne suis pas sûr de ça, mais je sais que… Je pense que les autorités algériennes doivent le savoir. Ben, si les, comment dirais-je, les autorités françaises, ils auraient dû le déclarer au lieu de refuser tout simplement d'extrader. C'est pour ça que les juges n'ont pas donné l'autorisation pour l'extrader en Algérie. Parce que d'après ce que j'ai lu dans les articles qu'il y avait… Est-ce qu'on un jour, on s'est dit, est-ce qu'il est français ou pas? Je peux checker si tu veux, ça je peux checker là sur l'internet, enfin sur le réseau, sur l'internet, je peux poser la question, mais moi ce que je me dis c'est ce que j'ai lu comme excuse, d'abord il est malade, et ensuite ils ont peur qu'il n'ait pas droit à se défendre d'une manière probante en Algérie. En Algérie il ne pourra pas se défendre. C'est ce que dit, c'est pour ça qu'ils ont refusé. Mais je peux regarder s'il était français ou pas, je vais regarder ça tout de suite. Je ne voudrais pas trop parler de Darouat parce que on aurait pu se demander s'il était français ou pas. C'est ça juste une confidence, c'est Mohamed. Boucher Abdeslam, on était les deux félicitaires d'Ahara à Constantine. Ah donc tu sais très bien que son père c'était bon, il a un frère d'ailleurs qui est dans l'armée en Algérie, etc. Mais il est issu d'une famille, c'est leur père est Khaïd, non? C'était un notable. Slimane était au commandant à l'époque. Slimane, c'est son oncle, qui était membre de l'armée de libération nationale. Donc, c'est pour ça que si la France n'a pas voulu l'extrader, si la nationalité française, la France n'a jamais extradé un de ses ressortissants. Ça, c'est marqué noir sur blanc. Voilà, c'est pour ça que. Mais le problème, ce n'est pas simplement Abdeslam, c'est tous ces gens qui ont fui avec des milliards et des milliards et des milliards. Il y a une complicité aussi Bien sûr, absolument. Une complicité je dirais, de la France. Vous allez aujourd'hui en France, vous allez déposer, 2000 €. Vous allez être convoqué, le lendemain, vous allez être convoqué par le directeur de la banque. Et le directeur de la banque, il va vous signaler à Tracfin où vous avez eu ces 2000 € et par quels moyens et qu'est-ce que vous allez en faire. Aujourd'hui en France, et ces gens, quand ils viennent d'Algérie ou d'Algérie, c'est avec des valises pleines d'argent, plein d'euros. Ça se chiffre en millions d'euros. Et là, quand ils vont à la banque ne leur demande pas d'où ils ont eu cet argent. Donc la complicité, elle est énorme. Là, je viens pour confirmer aussi ce qu'on se posait comme… Il n'est pas français, hein.
Hein? Il n'est pas français, Abdeslam Bouchouareb. Il n'a pas la nationalité française. Il est un réfugié en France, en tant que réfugié politique, mais il n'est pas français. Donc, si tu veux, normalement, eu égard à l'entente et aux accords qu'il y a eu avec les Français qui ont été signés, quand il y avait des corruptions, normalement, ils devraient les extrader. Mais bon, lui, il passe au travers des filets, encore une fois. C'est pour ça que la justice française, c'est toujours à géométrie variable. Bon, que lorsqu'il était ministre, il était très, très proche des Français. Enfin. Alors maintenant, en ce qui concerne, pour revenir un petit peu, comment vois-tu, toi, le futur, avec tout ce brouhaha qui se fait autour? Est-ce que ça va, est-ce que en France, il y a des gens, suite aux déclarations de Villepin, de Boniface, de Madame Ségolène Royal, est-ce qu'il y a un éveil quand même au niveau de la France profonde pour dire, bon, maintenant, ça suffit? Avec l'Algérie, on a tellement d'intérêts communs, on a des communautés communes, les mariages mixtes, etc. Est-ce que tu crois que ça va, eu égard aux déclarations qui sont faites, ça va s'atténuer un petit peu? Surtout avec ce qu'a dit Benjamin Stora, qu'il s'en est assez maintenant de taper sur l'Algérie, ça fatigue. Non, le problème qui se pose, c'est, moi, en 71, lorsqu'il y a eu la nationalisation des hydrocarbures par Boumediene Allah yarhamou, je me rappelle ici en France, il disait aux stations d'essence de ne pas servir les Algériens, ni en essence, ni en mazout. C'est ça Bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de désastres, mais j'en suis persuadé qu'ils sont condamnés à trouver des solutions. Oui. Ils sont condamnés. Ils sont condamnés parce que il n'y a pas que le problème de Rotario. Même ses proches, ils commencent à s'énerver en disant là, tu es allé trop loin. Et ils mélangent tout. Il y a un Marocain qui vient d'être expulsé. Il a été condamné, je crois, à 4 ou 5 ans de prison. Il a 2 enfants. Sa femme, elle est française. Ça fait 25 ans qu'il vit en France. Il a purgé sa peine, donc il a payé sa peine à la société. Et on vient de l'expulser. Un Marocain. Darmanin qui vient d'envoyer une lettre à tous tous les responsables de prison, les directeurs de prison, au procureur de la République en disant les gens qui sont dans les prisons d'origine étrangère, quels sont le plus qu'on peut expulser, il faut nous donner des listes. Ils sont en train de préparer des listes. La France, elle est en train, c'est vrai qu'elle s'attaque à... Ils savent que l'opinion publique française... Parce que le problème, c'est que c'est l'opinion qui fait de la politique. C'est plus les politiques qui font c'est l'opinion, c'est les médias qui font de la politique. Et ils ont tellement... Hier, il y avait un documentaire de la Creuse, hein, en plein Cambrousse. Ouais. Ils ont mis ils ont construit pour les migrants. Ils étaient trop là, 300 jeunes migrants qui l'ont mis là-bas. Et les personnes qui habitent à côté, nous avons peur, nous avons ça. C'est vrai que la peur, elle s'est instaurée. Aujourd'hui, le problème, c'est un problème qui est grave. Au lieu d'aller acheter des armes pour préparer la guerre, ils vont me préparer un plan Marshall pour l'Afrique déjà, pour essayer de trouver des solutions. Parce que les gens qui quittent leur pays, je ne pense pas qu'ils le quittent ils le quittent parce qu'ils sont dans la misère, où il y a une injustice, donc pourquoi ne pas prévoir un plan Marshall pour l'Afrique? Et ça sera bénéfique pour tout le monde. Tu sais, là, lorsqu'on parle de l'Afrique, je pense que l'Algérie, maintenant, elle joue un rôle très, très important au niveau de l'Afrique. C'est devenu un hub, bien que ce soit au point de vue commercial, que ce soit au point de vue politique. On voit l'Algérie, d'abord de notre position géostratégique, avec 6 frontières, 7 si je compte le Sahara, les Sahraouis. On ne peut plus ignorer l'Afrique. Donc l'Algérie, c'est pour ça qu'elle a des forces militaires qui sont là, qui sont à ses frontières, parce que le Sahel, les problèmes du Sahel, nous sommes directement, que le veuille ou pas, victimes de ce qui s'est passé. Même si aujourd'hui le Mali, le Niger, la Mauritanie, etc. sont en train de chasser les Français. Mais il y a toujours des tops qui laissent, il y a toujours une 5e colonne qui est encore là-bas. Et ça, l'Algérie, je pense qu'elle a un rôle à jouer en Afrique. Elle est en train de le jouer. C'est une puissance militaire et une puissance économique. Maintenant, les Algériens, par exemple, exportent en Afrique les produits pharmaceutiques, comment dirais-je, l'agriculture, etc. Nous sommes devenus un pays exportateur vers l'Afrique et non pas vers l'Europe, parce que l'Europe, tout simplement, n'ont pas voulu de nous et ils avaient des tarifs préférentiels pour nos voisins de l'Est et de l'Ouest.
Mais aussi, il y a un autre sujet. L'Afrique est très importante, mais pourquoi, par exemple, récemment, j'ai lu que les Français allaient faire des opérations militaires à nos frontières avec le Maroc. Comment veux-tu maintenant que l'on reste silencieux lorsqu'on sait que c'est une question qui est très très importante, non seulement pour l'Algérie en tant que pays frontalier, mais aussi pour la dernière colonie d'Afrique, c'est le Sahara occidental. Le Maroc, il veut coloniser, il a colonisé d'ailleurs les 3/4 des territoires qui avaient été laissés lorsque les Espagnols sont partis. Est-ce que ça aussi, c'est pas un élément, si tu veux, qui joue sur la tension ou qui augmente la tension entre les Algériens, entre la France et entre Paris et Alger? Parce que c'est pas, bon, moi, c'est pas le peuple marocain à qui j'en veux ou quoi que ce soit, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que ça, c'est pas fait aussi pour envenimer les relations? Macron, lorsqu'il va en France, lorsqu'il envoie Rachida Dati, lorsque le président du Sénat va sur les territoires occupés, etc. Mais c'est de la provocation. Maintenant, on parle d'opérations communes militaires à nos frontières. Je ne sais pas si tu veux en parler ou là. Non, Essaye ça, de confirmer, hein, j'ai checké avant de parler. l'opération, ça se fait même. L'Algérie, des fois, le fait avec. Dernièrement, ils ont fait avec la Chine, en Méditerranée. Mhm. Ça se fait entre les pays, c'est pas ça, Mais je là, pense. Oui, là, mais je ne pense pas que ça une provocation. Le Maroc, maintenant, il est beaucoup plus proche de la France. La France, elle est là pour le rassurer. Ils ont des problèmes, je pense que c'est ça. Par contre, pour l'Afrique, il y a deux lignes maritimes qui viennent d'être inaugurées. Une ligne maritime du Sénégal, c'est-à-dire de l'Algérie au Sénégal, et une ligne maritime de l'Algérie en Mauritanie. Mhm. Hier, le président Tebboune, il a dit quelque chose quand même d'extraordinaire. Il a dit que les universités algériennes, il y a beaucoup d'Africains qui sont inscrits dedans, qui sont en train d'étudier chez nous, c'est chez eux, et sûrement, ils ont une bourse qui est offerte par Oui, l'Algérie. ça, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis Médiane, ça Voilà, existe. donc ils savent que sur le plan politique, la preuve, les dernières élections en Afrique, ça aboutit que l'Algérie elle obtient la vice-présidence de Oui, l'Union africaine, mhm. la vice-présidence avec une commission économique, donc sur l'économie de l'Afrique. C'est le nerf de la guerre. Voilà, donc c'est en bonne voie. Par contre, Tebboune il a critiqué indirectement la Ligue arabe, parce que cette fois-ci, il ne s'est pas présenté. Il n'y a que le ministre des Affaires étrangères. Normalement, c'était les présidents qui devaient se présenter. Mhm. Et le journaliste lui a dit pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas assister. Il a dit on en a marre du blabla. Blabla, blabla, blabla. Ils font ce qu'ils veulent. Si on assiste à titre honorifique, mais on ne cherche pas ni à prendre ça, parce qu'à chaque fois, on demande d'évoluer, de changer le siège de la Ligue arabe, qu'elle puisse être présente à tour de rôle, machin. On sait où elle va, on sait où elle. Donc la Ligue arabe, et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Parce que qu'est-ce que l'Algérie a gagné avec tout ça? Ben, moi, je suis pour, encore une fois, même pas seulement pour la Ligue arabe, mais je prends mes voisins tunisiens, marocains, libyens, moi je suis pour une ouverture économique. Au lieu d'aller se faire la guerre, au lieu de dépenser tous ces milliards de dollars dans l'armement, pourquoi ne pas ouvrir un marché commun? Je prends la France et l'Allemagne, ils ont fait 2 guerres mondiales, ça a coûté 60 millions de victimes des deux côtés, y compris avec les Russes, etc. Enfin, toute l'Europe, c'était bon, une guerre mondiale. Et aujourd'hui, dans les années 50, il y a De Gaulle et Adenauer qui se sont embrassés, ils leur ont dit, bon voilà, c'est fini, on va ouvrir. Parce que, bon, lorsqu'il y a le trade, lorsque l'ouverture du marché, ils ont commencé par le marché commun, ils étaient 6, maintenant je crois qu'ils sont 28 ou je ne sais plus combien, mais toujours est-il que tu peux te balader de Stockholm jusqu'à Madrid si tu es européen sans aucun problème, et puis il y a la liberté des gens, la liberté des goods, etc. etc. Pourquoi que l'Algérie ne pourrait pas faire ça? On a la même langue, c'est l'arabe, on a la même religion, c'est les musulmans, nous sommes tous musulmans. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas se concentrer sur cela? Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, bon, moi, bien sûr,
le monde arabe, pour moi, encore une fois, il y a une nouvelle génération qui est en train de... La plupart des pays arabes, leur population est à plus de 40%, enfin, peut-être même plus, des gens qui ont moins de 30 ans ou 40 ans. Donc, et ce sont en plus des gens qui, avec un écran, ils peuvent voir ce qui se passe dans le monde, ils n'attendent plus l'information, ils vont la chercher. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un éveil aussi? Moi, c'est ce que enfin, j'aimerais que ça se fasse, d'avoir cette ouverture avec tous les pays arabes. Bon, maintenant, évidemment, c'est pas facile. On voit ce qui s'est passé avec le Abraham Accord, avec de Trump. Lorsqu'il a les pays arabes, il y avait quoi? Il y avait le Qatar, il y avait le Maroc, il y avait Bahreïn et un autre que j'ai oublié, et qui ont reconnu que Israël avait le droit d'exister et que le Sahara, en échange de quoi Trump a donné au roi Mohammed V ce qu'il voulait, c'est-à-dire de reconnaître que les territoires sahraouis étaient en fait une entité marocaine. Mais je pense qu'encore une fois, dans le monde arabe, il va y avoir un éveil, parce que la plupart, encore d'il y a quelques années, ou même aujourd'hui, si tu prends 50% des dirigeants dans les pays arabes, ce sont des dictatures, et qui sont financés par qui? Ils sont financés par l'Occident, notamment les États-Unis. Donc, c'est ça aussi la bataille qu'il y a entre les gouvernants et les gouvernés. Le peuple arabe, par exemple au Maroc, malgré l'interdiction de manifester en solidarité pour la Palestine, ils l'ont quand même fait. Et il y en a beaucoup qui ont été arrêtés. En Égypte, pareil. Donc, la population arabe, le peuple arabe veut cette unité. C'est pour ça que je reste, moi, optimiste en disant que la Ligue arabe, d'une manière ou d'une autre, peut survivre avec avec cette nouvelle génération. Et c'est pour ça que je prends toujours le même exemple de l'Europe. Elle a été créée après 2 guerres mondiales. Et regarde aujourd'hui comment c'est. Enfin, je ne sais pas, je suis peut-être utopique en disant ça. Dis-moi que je rêve, voilà, je vis dans un monde qui n'existe plus ou qui n'a jamais existé. Je suis persuadé que les Arabes, les pauvres, on fait partie de ce monde arabe. C'est pas demain la veille qu'il va y avoir une démocratie, qu'il va y avoir une liberté. C'est dans le sang, c'est Mohamed. C'est dans le sang. Ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est dans le sang? Impossible. Depuis des années et des années. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Lorsqu'il y avait Boumdillah Rahmou, Jamal Abdel Nasser, le président syrien, le président irakien, ils étaient puissants. Dans les paroles, on avait l'impression qu'ils allaient conquérir le monde. Et lorsqu'il y a eu le déclenchement, c'est des châteaux de cartes. En Égypte, de partout. Le monde arabe, il ne faut pas trop y penser. Moi, je reste optimiste. Moi, je dis que le monde arabe va s'éveiller. Ce que tu viens de dire, par exemple, c'est juste. Je ne peux pas dire que c'est... Mais je prends l'histoire du monde. Regarde l'Europe, comment elle s'est formée. Il y a eu 17 siècles de guerres incessantes en Europe. Ces guerres se sont arrêtées quand ils ont commencé à... On fera une émission sur l'islam des Lumières. On verra qu'est-ce qu'ils ont fait. Je parle d'aujourd'hui. Mais ça vient de loin. Même Haroun Rachid, qui était quand même connu et tout ça, il avait un double langage. Quand il voyait par exemple les savants, il leur a un peu léché la patte, et dès qu'il tourne le dos, il leur coupe la tête. Oui, mais est-ce que ça, encore une fois, c'est pas propre aux Arabes? Quand on voit le Tarq ibn Ziyad, celui quand même qui a... Grâce à lui, les Arabes, ils sont restés 7 siècles. Non, ce n'est pas grâce à lui, il ne faut pas dire ça, ce n'est pas grâce à lui. Il a participé. Non, là, je ne suis pas d'accord. Il a participé, mais comment il a participé, c'était un général, ce n'est pas lui qui a fait, qui a créé, si tu veux, cette Andalousie qui était responsable pendant des siècles. Il ne faut pas exagérer non plus. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il est mort? Tu parles de lui, est-ce qu'il n'est pas mort en Algérie? Il est mort en Syrie. Bon. En Syrie, comme mendiant. Oui, c'est juste. Donc, bon. La mosquée de l'Atmania. Il est mort là-bas. C'est ça le. Ibn Khaldoun, s'il n'a pas fait, on lui couper la tête. Non, mais. C'est-à-dire de la Ligue arabe, sincèrement, faire des accords, c'est tout à fait normal. C'est des États, parce qu'il y a des peuples entre tous ces pays-là.
Mais pour que ça soit vraiment, pour que les peuples doivent être émancipés, tout ça, peut-être que ça viendra. On ne sera pas là, mais ça viendra. Moi, je prends l'Europe, tu prends Charlemagne, l'Europe n'a pas cessé de s'entretuer pendant 17 siècles. Elle a commencé à s'arrêter quand ils ont créé les empires coloniaux. Mais je pense, encore une fois, moi je parle des Arabes d'aujourd'hui, ce sont des, je pense de ces intellectuels, de ces scientistes, etc. Je ne parle pas moi parce que bon, on a un héritage arabo-musulman qui est magnifique, on a découvert la médecine, on a découvert, non, moi je parle de maintenant. De maintenant, je prends par exemple à Silicon Valley aux États-Unis, tu as nombre d'Arabes qui sont là-bas. Ici aux États-Unis, tu prends en France, par exemple, on prend la médecine, on prend l'Institut Pasteur. Donc, il y a quand même une floraison des gens qui peuvent retourner dans leur pays et faire en sorte qu'il y ait une ouverture et de faire comprendre, bon, il faut cesser de, en tout cas, peut-être pas de parler de nos différences, non, parce qu'on aura toujours, mais au moins se mettre d'accord, on a le même langage, etc., etc., etc. Et on est un marché quand même de 500, 600 millions. Ça porte quand même. Mais il faut se débarrasser de ces dictatures. Et ces dictatures, regarde ce qui s'est passé en Égypte avec Morsi. Il était professeur en Californie, on le ramène pour calmer les esprits après Moubarak, etc. Et finalement, Mskin, on l'a presque tué en le mettant en prison, puis on a créé tous les problèmes possibles et imaginables durant sa présidence, par exemple couper l'eau, couper l'électricité, etc. Alors qu'avant que lui ne vienne, tout était bien. Et c'est ça, moi, que je suis en train de dénoncer. Il ne faut pas oublier les influences extérieures qui ont beaucoup plus de force sur la... Et c'est des dictateurs, il faut les enlever. Comme moi, la France me parle des droits de l'homme, qu'elle commence à faire ses devoirs, comme je disais tout à l'heure, en tant que république, et arrêter de ghettotiser, faire du 93, du 92, du 78, etc. Tu les as ghettotisés, puis ça fait déni de la délinquance. Et ça, je pense, pour revenir, et ça, je sais que, bon, moi, j'ai peut-être une idée, ou je suis peut-être un utopique, je pense que le monde arabe, il a tout pour réussir. Oublions la politique, il faut faire le trade, faire du commerce. Sauf, moi, je prends les Marocains, je prends les Tunisiens, mais moi, je voudrais qu'on vive avec les Marocains et les Tunisiens, au point de vue agriculture, au point de vue industrie, au point de vue pêche, etc. Allez, Chana, je vais aller dépenser des millions sur des armements pour justement faire la guerre, il n'y a pas d'autre mot, ou des futures guerres, au lieu d'investir sur l'éducation des enfants, sur comment dirais-je, l'élévation spirituelle de ces pays-là pour qu'ils deviennent indépendants. C'est bon, je suis peut-être un utopique, mais j'ai la ferme conviction que si seulement on leur foutait la paix, ça pourrait se passer. Regarde Mohamed Ben Salman. Oui, d'où il vient. Qu'est-ce qu'il a fait de l'Arabie Saoudite ces 3 ou 4 dernières années? Il a ouvert son pays. Alors que c'était un pays, moi je pensais que c'est, bon, j'ai vécu en Arabie Saoudite, hein, je pensais que c'était un an, ils allaient retourner dans l'obscurantisme. Ben non. Mais c'est des paliers. Alors pourquoi ça ne pourrait pas se faire dans les pays arabes si l'Arabie Saoudite en est arrivée là? Moi je ne vais pas parler des talibans, voilà, c'est même pas je veux dire, ça n'a rien à voir avec le monde arabe en lui-même. Le monde arabe, c'est quand même des gens, les Arabes en général, en tout cas je parle, qui ont une éducation, qui ont une histoire, qui ont un héritage historique, et ça, on peut le refaire sortir, mais d'une manière très intelligente, pas en se faisant la guerre. C'est tout. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je m'égare du sujet d'aujourd'hui, mais je suis quelqu'un d'optimiste de ce côté-là. Pour Morsi, il est mort en prison et je crois que même son fils est mort en prison aussi. Je ne pourrais pas te dire, je ne sais pas, je peux vérifier si tu veux. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des fidèles qui sont enfermés dans une mosquée. Il y a eu dans les 800 morts dans la mosquée. Bien sûr, oui, ça je suis Voilà ce qu'ils ont subi. Voilà. Et ce qu'ils continuent à subir aujourd'hui, hein, c'est pas... Moi, je souhaite, peut-être, Inch'Allah, que le monde arabo-musulman, même pour le problème de la Palestine, c'est Mohamed, le problème de la Palestine. Est-ce que c'est concevable? L'Égypte, c'est l'un des plus grands pays d'Arabes. Il y a peut-être 200 millions. Si demain l'Égypte, simplement, elle élève un peu la voix, en disant basta maintenant, Wallah il ça va s'arrêter. Le seul point de passage où on doit donner de la nourriture pour que les gens y vivent, c'est Philadelphie passager. Ils peuvent le faire passer par l'Égypte. Comment tu veux crever devant toi, mais dis-le.
On nous parle comme quoi l'Indonésie, c'est l'un des plus grands pays arabo-musulmans. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Palestine? La Malaisie, c'est parmi l'un des pays les plus riches de la planète. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Palestine? Et ces gens-là, si demain, un pays comme l'Indonésie, il élève un peu simplement la voix. L'Indonésie, c'est une puissance, que ce soit militaire, que ce soit scientifique, dans tous les domaines. Et personne ne réagit. Et on laisse ces gens se faire massacrer. En l'espace de 4-5 jours, il y a peut-être plus de 600 morts. 750 d'après les derniers chiffres avant l'émission. Voilà. Et les gens avec des odeurs, non, il faut pas, il faut se rendre à l'évidence. Hier, on a posé la question au président Majid Tebboune. Il a dit les Palestiniens, c'est une partie qui font partie du peuple algérien. C'est sûr et certain, le seul pays, même Bouteflika, avant qu'il meure, il a dit le seul pays qui a toujours honoré ses dettes vis-à-vis de la Palestine, c'est l'Algérie. Et ils avaient un budget, chaque année, ils leur donnaient des talouades. C'est pour ça que les gars, quand on va. Dernièrement, on nous a ramené en Syrie un ancien taliban qui a changé de qamis. Il a laissé la barbe, costume, machin. Et l'Occident qui court pour lui serrer la main, il ne serre pas la main à la ministre des Affaires étrangères allemande, il n'a pas voulu lui serrer la main. Oui, vous êtes douane. Hier, tu étais un assassin criminel, vous avez assassiné des gens. Et ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attaqués à. De suite, ils se sont attaqués à Alaouites, ceux qui sont proches de Bachar al-Assad. Non, c'est pour ça les gars, il faut être optimiste à la Koulihan, on ne va pas fermer la porte. En espérant qu'un jour, Inch'Allah, ça changera. Inch'Allah, Inch'Allah. Moi, encore une fois, je garde mon utopie en disant que ce monde arabe, je parle du peuple arabe, et même quand tu parles du cas de la Syrie, par exemple, ce nouveau venu, ben c'est vrai, c'est à pleurer quand on connaît son passé. Mais encore une fois, l'Occident le supporte. S'il n'y avait pas l'Occident, je ne pense pas qu'il puisse être là-bas. Bon, ça, c'est une opinion personnelle. Hein. C'est comme les talibans. Les talibans, il ne faut pas oublier que c'était l'Occident qui les a aidés au début. Hein. C'est pas, tu sais, c'est comment il s'appelle un deck qui était dans un Saoud, j'ai oublié son nom, dans les années 70-80. Là, il a fait le lycée français. C'était un grand combattant, mais c'était un taliban. Tu te souviens là, qui a été tué d'ailleurs par des Belgiques. Il a été assassiné. Il a été assassiné par des jeunes qui venaient de Belgique, etc., qui lui ont mis une bombe. Ils ont dit, bon, est-ce que tu peux nous donner une interview, etc. Mais lui aussi était supporté. C'était un taliban, il était supporté. Bon, bien sûr, c'était, comment dirais-je, les circonstances, il y avait l'URSS, etc. Moi, je dis, encore une fois, je ne cesserai de le répéter, je pense que si on laissait seulement les jeunes du monde arabe, et puis il ne faut pas oublier, il n'y a pas que des musulmans dans le monde arabe, hein. Il y a aussi, je crois qu'on a à peu près 20 à 25% de chrétiens, etc. Mais qui pour se débarrasser de ces oligarques, pour se débarrasser de ces, comment dire, Mahmoud Abbas, etc. Qu'est-ce qu'il fait encore là, qu'est-ce qu'il fait encore? S'il n'y avait pas Israël, il ne serait pas là, il serait parti. On veut condamner le Hamas, quel que soit le Hamas, puisqu'on parle de démocratie, de liberté d'expression. Le Hamas a été élu par les Palestiniens, d'une manière démocratique, seulement comme le résultat des urnes n'a pas plu à Benjamin Netanyahu, alors que Benjamin Netanyahu, c'était lui qui avait demandé, en allant vers le Qatar, de payer les instituteurs, etc., au départ, hein, je parle. Regarde maintenant ce qu'il en est. Donc, encore une fois, l'imbrication, l'indépendance du peuple arabe qui cherche à l'avoir contre, si tu veux, la mainmise de l'Occident, qui veut absolument pas que ça existe. Ils ne veulent pas ça. Regarde ce qu'ils sont capables de faire. Le monde arabe s'est tu. Je ne sais pas si le monde arabe s'est tu, parce que bon, quand on prend les gouvernements arabes, oui, ils se taisent. Mais le monde arabe, il y a des il y a des manifestations tous les jours en ce qui concerne ça. C'est ça. C'est Mohamed Rabbi Jib al-Khair, هذا ما نتمناه. Ok. On arrive à la fin de l'émission. Merci. Oui. Alors, le livre aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est le livre d'or de l'Algérie, Histoire politique, militaire, administrative, édition en 1889. Ça, c'est un livre qu'on peut trouver. Quel est l'auteur? Narcisse Faucon. C'est la Bibliothèque nationale de France.
Et il est par Internet. On peut le publier, on peut le facilement. Et là, vous avez tous les gens qui ont, entre guillemets, trahi, même l'Algérie, il y a tous il y a des Bengana, il y a des Benchenouf, il y a de la lecture. Ah, je sais pas, la marche que vous avez faite hier, là, qu'est-ce que ça a donné? Ce sera le mot de la fin avec. Ben, c'est-à-dire, comme ils ont déjà, comme c'est les médias non, il y a eu à peu près dans les 100 000 manifestants dans toute la France, c'est important. Oui, c'est énorme. Mais au niveau national, toute la France. Ouais. Ils ont fait une image de celui qui est à C8. Ils lui ont donné une image comme quoi qu'il ressemble à un juif, intégriste, machin et tout ça. Et ça le fameux poster, la photo qui a été, même RFI, ils ont été condamnés à 3 500 € d'amende parce qu'ils ont transformé son visage au un visage de quelqu'un qui. Voilà. على كل حال سي محمد ربي يكون خير la prochaine émission ان شاء الله. Merci. Alors Sahaf Turk, encore une fois, c'est toujours très intéressant de débattre avec toi. On a nos approches, on a différentes. Le livre est intéressant, c'est Mohamed. Ah oui, je ne connaissais pas. Moi, fait Internet, c'est la Bibliothèque nationale de France. Il y a des millions de titres, pour votre information. Encore une fois, merci à toute l'équipe technique derrière Radio Ralbas de nous permettre de faire ces émissions. Sahaf Turkum, c'est à tous les auditeurs, pour ceux qui font le Ramadan, et à dimanche prochain, Inch'Allah. Voilà, merci. Au revoir. Islam.